Bonjour et bienvenue dans Space. 2014 a été une année extraordinaire dans notre système solaire. Nous nous sommes posés sur une comète, nous avons de nouveaux astronautes dans l'espace et toutes sortes de missions en préparation. Alors quel est le futur du secteur spatial en Europe? Nous allons y revenir, mais d'abord les nouvelles du mois de notre univers. Sortie d'hibernation réussie pour la sonde américaine New Horizons. La voici parée à remplir sa mission, la toute première exploration de la planète naine Pluton et de son satellite Charon, arrivé sur site en juillet. C'est la version japonaise de Rosetta. La mission Hayabusa 2 a été lancée à destination d'un astéroïde. Objectif, l'étudier et ramener un échantillon de son sol sur Terre en 2020. À son bord, un petit atterrisseur de fabrication allemande. L'Observatoire européen austral confirme avoir levé le milliard d'euros nécessaire à la construction au Chili de son télescope XXL, le plus grand au monde. Les travaux peuvent donc commencer, entrée en fonction prévue au début de la prochaine décennie. Les décisions prises ces derniers jours auront un impact sur le programme spatial des 10, 20, 30, voire même 50 prochaines années. Voyons ce qui nous attend. L'espace peut inspirer émerveillement et humilité. Ces images de la Terre ont été capturées par l'astronaute allemand Alexander Gerst au cours de son séjour de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la façon magnifique dont Alexander Gerst a montré la Terre depuis l'espace. Il a su capter l'attention de nombreux jeunes et fasciner des gens un peu plus âgés, mais jeunes dans leur tête. Pour moi, il a fait beaucoup pour la recherche spatiale en Allemagne. L'espace, c'est le terrain d'une grande aventure humaine pleine d'humanité. Quand Philae s'est posé, nous étions là pour partager l'émotion. Waouh, par où commencer? Nous nous sommes posés sur une comète, qui l'eût cru? C'est une source d'inspiration, vraiment. Mais l'espace a aussi à voir avec la politique et bien sûr, l'argent. Retour sur Terre, donc, dans la ville de Luxembourg qui se prépare pour Noël. À 2 pas de là, le manège de la politique spatiale européenne tourne aussi avec les ministres des 20 États membres de l'Agence spatiale européenne venus parler fusées, missions et financement. Un des thèmes aujourd'hui est l'équilibrage des différentes contributions de différents pays, en particulier de la France, de l'Italie et de l'Allemagne. L'essentiel du marchandage s'est fait en amont. Le budget annuel de 3,3 milliards d'euros de l'Agence spatiale européenne a déjà été défini. À Luxembourg, on apporte la touche finale et on valide. La réussite de ce genre de réunion dépend souvent des contacts noués au fil du temps, comme l'explique le ministre britannique des Sciences. Les enjeux sont très importants et la seule manière de procéder est de rencontrer les gens de visu, apprendre à les connaître pour trouver un accord. On a beaucoup parlé fusée à Luxembourg. La fusée européenne Ariane 5 est désormais jugée trop chère. Sa position de leader sur le marché est menacée par sa nouvelle concurrente américaine SpaceX, moins coûteuse. La réponse de l'Agence spatiale européenne sera la toute nouvelle Ariane 6, déjà assurée d'un financement de 3 milliards d'euros. La première grande bonne nouvelle européenne, c'est d'avoir décidé de lancer ensemble Ariane 6, dont le premier vol devrait intervenir en 2020. Une nouvelle fusée, un lanceur compétitif, modulaire, qui n'aura plus besoin de fonds publics pour son aide à l'exploitation. Voici à quoi ressemblera Ariane 6. Elle se déclinera en 2 versions avec au choix 2 ou 4 propulseurs. Chaque lancement coûtera de 70 à 115 millions d'euros contre 160 millions d'euros actuellement avec Ariane 5. Cela nous donne plus de flexibilité et nous rend plus compétitifs parce que nous, les Européens, voulons conserver notre propre accès à l'espace face à la concurrence américaine, chinoise, russe et indienne. Il y a un large spectre de concurrents, mais nous voulons rester dans la course et notamment construire un bon lanceur qui puisse transporter des satellites dans l'espace. Côté destination, Mars s'impose comme une évidence. La mission ExoMars, emmenée par l'Italie et la Grande-Bretagne, lancera une sonde vers l'orbite martienne en 2016. Puis en 2018, le rover ExoMars se posera sur la planète rouge. Les ministres ont validé les 160 millions d'euros nécessaires au projet.
Ce qui rend ExoMars unique, c'est qu'il pourra creuser et chercher des signes historiques de vie sur Mars. On ne l'a jamais fait avant. Chaque fois qu'on est sur une de ces missions, c'est quelque chose de nouveau dans le sillage de Rosetta. C'est ce qui est enivrant dans ces missions scientifiques. Vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Dans un certain sens, c'est le prolongement logique de Philae sur la comète. Nous pensons qu'il est très intéressant d'aller voir ce qui se trouve sous la surface de Mars, parce que l'analyse qui a été faite à la surface montre qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Et d'un côté, c'est évident, puisque les radiations et les rayons cosmiques ont certainement détruit toute forme de vie sur des millions d'années. Mais de l'autre côté, il est possible que quelque chose ait survécu en profondeur. L'avenir de la présence de l'homme dans l'espace est moins clair. L'an prochain, l'Europe enverra 2 astronautes sur l'ISS qui, faute de soutien, risquent le démantèlement d'ici 2030. En attendant, elle reste un bon outil de recherche. Pour nous, l'ISS est l'infrastructure de recherche parfaite en orbite terrestre basse. Nous en avons besoin pour l'étude de la physiologie humaine, en biologie, ainsi qu'en sciences des matériaux. Et maintenant aussi pour observer la Terre et pour la recherche fondamentale sur l'antimatière, par exemple, et toutes ces questions. Et si les astronautes ont un rôle important à jouer dans l'exploration, les missions robotisées comme Rosetta ont décidément la cote en Europe. Aujourd'hui, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la capacité des robots. Nous allons aller partout avec des robots. Donc, c'est la puissance des robots qui, finalement, permet de faire beaucoup plus vite, beaucoup mieux et beaucoup moins cher que l'exploration habitée. Tous les membres de l'Agence spatiale européenne se doivent de financer les missions scientifiques. Mais la plupart des gouvernements investissent dans l'espace parce que ça rapporte. Le secteur crée non seulement des emplois, mais aussi des services aujourd'hui tenus pour acquis, tels que la télévision par satellite ou encore la navigation GPS. Au-delà du rêve que l'espace offre à tous, il y a les résultats réels et tangibles de la recherche scientifique dans ce secteur, qui sont aussi fondamentaux pour le développement futur de nos pays. C'est bon pour l'économie, mais c'est bon aussi pour le sentiment d'appartenance, tout simplement. Les terriens se mobilisent. Et je trouve que dans la période, avoir des projets qui créent finalement de la solidarité, de la coopération, de la fraternité, ça élève le débat. Les décisions sur le financement et la gestion du secteur spatial en Europe sont prises sur la base d'arguments purement économiques. Mais les résultats, une fois en orbite, n'en sont pas moins agréables à contempler. Le mois prochain dans Space, nous serons avec les experts qui travaillent sur la nature de la matière noire et de l'énergie sombre. On en parle en janvier. We'll see you then.